La maison de la forêt. L.V. Davidson, premier chapitre. Une nouvelle maman. Le doux murmure du vent parcourait les arbres autour du manoir et la pluie tambourinait sur les pavés de la terrasse qui longeait le côté de la maison où donnaient les fenêtres du salon. C'était une vieille bâtisse sans prétention, juste assez grande pour qu'il y fasse bon vivre. La petite fille qui se tenait à la fenêtre de ce qui avait été la nurserie, transformée maintenant en salle d'études, avait vécu là toute sa vie. Menue, petite pour son âge, de longs cheveux bruns, soyeux, tombant sur les épaules et retenus sur les côtés par une paire de barrettes plutôt laides, elle offrait en ce moment l'image de la désolation. Une moue pathétique abaissait les coins d'une petite bouche sensible et, au fur et à mesure que se déroulaient ses pensées, un éclair d'indignation jaillissait de ses grands yeux gris. Les vacances de Pâques touchaient à leur fin et la désertion de ses deux frères en cet après-midi de pluie n'en était que plus cruelle. Quel dommage que Madame Rose, la gouvernante, l'ait attrapé en train d'essayer de les accompagner et lui ait absolument défendu de sortir. La bonne idée, avec ton rhume, d'aller te balader dans l'herbe mouillée, avait-elle grondé. C'est sûr que les garçons t'y entraîneront. Madame Rose avait été leur nurse pendant leur toute petite enfance, et quand, 2 ans auparavant, leur mère était morte, elle était revenue au manoir comme gouvernante et maîtresse de maison. Restée seule, Anne se sentait très triste. Dans 2 jours, ses frères, Philippe et Guy, âgés respectivement de 13 et 11 ans, allaient retourner dans leur internat et elle reprendrait ses cours auprès du pasteur avec les 3 enfants du presbytère. Délicate de santé, elle avait été plusieurs fois gravement malade, ce qui l'empêchait de fréquenter une école comme tout le monde. C'était une privation pour elle et elle en souffrait. Elle n'avait que mépris pour la compagnie des enfants du pasteur, plus jeunes qu'elle. Soudain, alors qu'elle contemplait les arbres ruisselants de pluie, le bruit de la porte qui s'ouvrit brusquement la fit sursauter. Ses yeux s'arrondirent d'étonnement à la vue de son père. Il n'entrait jamais dans la salle d'études, domaine des enfants. Parfois, le soir, quand il était à la maison, elle allait le saluer. Mais il s'absentait de plus en plus depuis la mort de sa femme, et ses enfants étaient devenus pour lui presque des étrangers. « Où sont les garçons » demanda-t-il. Si elle avait été plus âgée, elle aurait perçu une certaine nervosité, une tension inusitée dans le ton de la question. « Ils sont sortis » répondit-elle avec tristesse. L'exclamation pleine d'impatience que poussa son père la surprit. « C'est bien dommage, je ne peux pas les attendre, je dois prendre un train. » Il hésita, puis, au bout d'un moment, s'assit et attira vers lui sa petite fille. « Viens ici, Anne, j'ai à te parler. Tu répéteras au garçon ce que je vais te dire. » Il resta encore un long moment silencieux, l'entourant d'un bras et la serrant contre lui avec une tendresse à laquelle la fillette n'était plus habituée depuis longtemps. Timidement, elle leva la main pour lui caresser la joue. « Qu'y a-t-il, papa » demanda-t-elle enfin doucement. Son père soupira et sembla se reprendre. « Je vais partir dans quelques minutes, » commença-t-il d'un ton enjoué, « et j'aurais aimé vous expliquer pourquoi. C'est vraiment dommage que tes frères ne soient pas là. » Il se tut à nouveau. Saisie de curiosité, Anne ne le quittait pas des yeux. Une étrange appréhension commençait à monter en elle. « Vous allez avoir une nouvelle maman » lâcha-t-il enfin, puis il continua précipitamment. « Je pense que ce sera une bonne chose. Vous avez besoin de quelqu'un qui s'occupe de vous, et c'est une personne que vous pourrez aimer. »« Mais comment est-ce possible ? Notre maman ne peut pas revenir ?» Le trouble et la consternation se peignirent sur le visage de l'enfant. Irrité, son père retira son bras et s'écria, légèrement impatient. « Bien sûr que non. Ne comprends-tu pas ?
Je vais me marier avec une jeune et charmante dame. Elle sera ma femme et prendra ainsi la place de votre maman. » Il se mordit les lèvres. Il n'aurait pas dû dire cela. Anne recula, son joli visage s'empourpra. « Non, non! Oh, papa, s'il te plaît, ne fais pas une chose pareille! Nous ne voulons personne à la place de notre maman! » Monsieur Martin soupira et se dit pour la 100e fois qu'il ne comprenait pas les enfants. Il avait redouté cet entretien et l'avait renvoyé jusqu'à la dernière minute. Il jeta un coup d'œil à sa montre, puis attira à nouveau la petite fille contre lui. « Écoute, Anne, essaye de comprendre. Vous n'avez pas vraiment de foyer en ce moment. Et je suis, moi aussi, très solitaire. Après mon mariage, nous serons tous beaucoup plus heureux. Je dois partir maintenant. Je me marie demain. Dans 3 semaines, je reviens avec ma femme. Promets-moi de très bien l'accueillir. Les garçons seront à l'internat. Vous pourrez ainsi bien faire connaissance avant leur retour. Peut-être pourront-ils venir pendant un week-end au milieu du trimestre. Maintenant, au revoir ma chérie. Tu raconteras tout aux garçons et sois bien sage jusqu'à mon retour. » Il l'embrassa et sortit précipitamment. Complètement désorientée, Anne se tint pétrifiée au milieu de la pièce. Elle ne resta pas longtemps seule. Madame Rose entra en coup de vent. « Bien, ma chère, commença-t-elle, je devine que ton père vient de t'apprendre que vous allez avoir une belle-mère. » Ce mot horrible n'était pas encore venu à l'esprit de l'enfant. En un éclair, elle évoqua dans son imagination tous les contes de fées, toutes les histoires où d'affreux tyrans, de méchants personnages, étaient toujours représentés par ce terrible mot de « belle-mère ». Dans un silence horrifié, elle fixa un moment Madame Rose. Puis, poussant un cri perçant, elle s'élança dans les bras de la bonne femme, suffoquée de sanglots. La gouvernante n'avait pas cru mal faire. Elle-même était profondément blessée. Monsieur Martin l'avait informée de son mariage si proche seulement 2 jours auparavant, tout en lui recommandant de ne pas en parler jusqu'à ce qu'il ait tout expliqué à ses enfants. Il avait complètement manqué d'égard envers elle en la laissant dans l'ignorance jusqu'à la semaine même où le mariage avait lieu. Depuis 2 ans, c'était elle qui avait dirigé tout le train de la maison, et voici une nouvelle maîtresse. Tout en serrant Anne contre son cœur, la berçant tendrement comme un bébé, la détresse de l'enfant ne lui déplaisait pas tout à fait. Son orgueil blessé y trouvait son compte. « Là, là, mon amour, » murmura-t-elle d'un ton apaisant. « Ne te désole pas comme ça, c'était à prévoir. Ton père est encore jeune, nous ne pouvons qu'espérer pour le mieux. » « Père n'est pas jeune, Rose. » Anne releva la tête et la fixa soudain, saisie. « Mais elle, comment sera-t-elle ? Je la déteste, je sais que je la détesterai. » « Non, ma chérie, tu ne dois pas parler ainsi. Une petite fille ne dit jamais « je déteste ». Madame Rose parla avec fermeté. « Maintenant, tu vas aller te rafraîchir le visage. Je vais préparer le thé car c'est l'heure où les garçons vont entrer. Leur absence a contrarié ton père, mais eux pensent qu'ils peuvent toujours en faire à leur tête. » Lorsque Madame Rose quitta la pièce, Anne n'avait pas du tout l'intention de lui obéir. Elle s'assit sur le large rebord de la fenêtre, tout en reniflant lamentablement, mais elle n'y resta pas plus de 3 minutes. Le bruit d'une galopade dans le couloir et de la porte ouverte à toute volée annonça le retour de ses frères dans un état d'excitation exceptionnel. « Sais-tu ce qui nous arrive » s'écria Guy, prenant les devants sur son frère aîné. « Mais qu'y a-t-il » ajouta-t-il d'un air écœuré à la vue de sa sœur, abattue et des traces de larmes sur son visage. « Qu'as-tu encore à pleurnicher » s'écria Philippe. « Nous avons quelque chose à te raconter. »
Moi aussi, dit Anne, et c'est affreux. Vous ne penserez plus à rien d'autre quand vous le saurez. Mais parlez d'abord, ajouta-t-elle, sa curiosité l'emportant sur le plaisir qu'elle commençait à éprouver à dramatiser la situation. Oh, nous ne pouvons pas te le dire comme ça, dit Philippe avec mépris. Parle d'abord, je suppose que tu as cassé ton imbécile de poupée ou que tu t'es disputé avec Rose. Anne sauta sur ses pieds. Papa m'a dit de vous en parler. Il était fâché que vous ne soyez pas là. Je ne suis pas censé vraiment le dire si vous êtes aussi désagréable. Il voulait vous en parler lui-même. Mais vous, il vous fallait sortir. Bon, qu'est-ce que c'est ? Philippe était devenu grave. Si son père avait voulu leur parler, c'est qu'il s'agissait de quelque chose d'important. Anne se campa devant eux et, écartant ses longs cheveux de son visage rouge de colère, elle déclama. « Il a dit que nous allons avoir une nouvelle maman. Il va se marier demain et elle viendra vivre ici. » Si elle avait désiré faire sensation, elle avait tout à fait réussi. Les garçons, immobiles, la regardaient, bouche bée. « Mais c'est affreux !» s'écria Guy enfin. Philippe était devenu tout pâle. Il avait adoré sa mère, et par moments encore la douleur de l'avoir perdue était plus vive que jamais. Il serra les poings. « Mais comment peut-il faire ça ? Une nouvelle maman, vraiment ? Jamais je ne lui adresserai la parole, et à lui, jamais je ne pardonnerai. » Sa voix se brisa brusquement. Il tourna les talons et se précipita hors de la pièce. Consternés, Guy et Anne se regardèrent en silence. Bien qu'elle redoutât une terrible belle-mère, la pensée de blâmer son père n'avait pas effleuré la fillette. Les paroles de Philippe l'atterraient et le fait de l'avoir vue près de s'effondrer la mettait ainsi que Guy dans une situation embarrassante. Ils se regardèrent d'un air misérable, et ce fut un triste spectacle qui s'offrit au regard de Madame Rose quand elle entra chargée d'un plateau. « Allons, allons, s'écria-t-elle, cela ne sert à rien de faire cette tête. Je peux vous assurer qu'il arrive des choses bien pires dans la vie. »« Où est Philippe ?»« Il est sorti. Je pense qu'il est dans sa chambre, » répondit Guy. « Bon, va lui dire de venir goûter et faites un effort tous pour être raisonnables. » Rapidement, la gouvernante dressa le couvert de ses mains à droite. Guy n'avait aucune envie de faire cette commission. À pas lents et à contre-cœur, il prit la direction de la chambre qu'il partageait avec son frère. La clé en était perdue depuis longtemps, de sorte que Philippe n'avait pas pu s'enfermer. Guy le trouva debout, les mains dans les poches, le dos tourné à l'intrus. « Rose dit que tu dois venir goûter, dit-il. »« Goûter » siffla-t-il entre ses dents, d'une voix pleine de mépris. « Va, mange tout ce que tu veux si tu y arrives, et laisse-moi tranquille. » Il n'avait même pas tourné la tête. Guy hésita. « Oh, viens, Phil, balbutia-t-il. À quoi cela sert-il » Philippe se retourna, et Guy recula d'un pas à la vue de son visage tourmenté. « Si tu ne t'en vas pas immédiatement, je te flanque à la porte. » La voix de l'aîné se brisa, et le cadet battit précipitamment en retraite. « Il ne veut pas venir, » annonça-t-il à son tour dans la salle d'études. Madame Rose fit entendre un claquement de langue. « Se mettre en colère ne sert à rien, » déclara-t-elle d'un ton sentencieux. « Tant que je serai là, j'agirai pour le mieux, et vous ferez de même, si vous êtes un peu raisonnable. »« Que veux-tu dire avec ton « tant que je serai là » demanda Guy. « Tu ne vas quand même pas être lâche au point de nous abandonner. » Une nouvelle frayeur saisit Anne. Elle laissa tomber la tartine beurrée qu'elle était en train de grignoter et les yeux fixés sur Madame Rose, attendit sa réponse en retenant son souffle. Cette dernière remuait son thé d'un air pensif. « Je ne peux pas encore dire ce que je ferai. Tout est arrivé si brusquement que j'en suis toute bouleversée. Votre belle-mère peut ne pas vouloir que je reste,
et alors je partirai. Nous ne pouvons qu'attendre et voir. » Comme un tourbillon, Anne se leva d'un bond, fit le tour de la table et se jeta au cou de la gouvernante. « Tu ne dois pas t'en aller, tu ne le dois pas. Promets-moi que tu ne m'abandonneras pas. Je ne peux pas le supporter, je ne le peux pas. » Et une nouvelle explosion de sanglots lui coupa la parole. Troublée, Madame Rose regretta amèrement d'avoir parlé sans réfléchir. « Ne te tourmente pas comme ça, Anne. Tu vas te rendre malade. Quelle affaire entre Philippe et toi ? » « Sois sage, supplia-t-elle. Bien sûr que je ne t'abandonnerai pas pour autant que cela dépende de moi. Toutes ces histoires ne nous font du bien ni aux uns ni aux autres. » Elle eut beaucoup de mal toutefois pour calmer la petite fille et elle ne put arriver à lui faire finir son repas. Pendant ce temps, Guy, maussade, mastiquait sans un mot. Puis il repoussa sa chaise et la table débarrassée, un silence oppressant s'établit dans la pièce. Reniflant encore, Anne se pelotonna dans le vieux fauteuil. Le garçon se soulagea en lançant un bon coup de pied contre la table. « À quoi cela sert-il de se conduire de cette façon » cria-t-il. « Nous ne pouvons empêcher notre père de se remarier, si moche que cela soit pour nous. Toi et Phil, croyez-vous changer quelque chose en vous privant de repas et en vous conduisant comme des idiots ? Vous devrez quand même finir par manger. »« Je sais que ça ne sert à rien, » remarqua Anne. « Tout est tellement affreux. » Toutefois, la tension était maintenant tombée et les deux enfants commencèrent à discuter de la situation. Malgré leurs sombres pressentiments, leur curiosité était éveillée. Le sujet s'épuisait quand la fillette se rappela tout d'un coup dans quel état d'excitation ses frères étaient rentrés dans l'après-midi. « Que vouliez-vous donc me dire quand vous êtes arrivés ?» demanda-t-elle négligemment. Elle ne voulait pas montrer un trop grand intérêt. Guy fronça les sourcils. « Oh, ce n'est plus très important maintenant, dit-il. C'était tout de même terriblement intéressant. Nous avions découvert le secret de la maison de la forêt. »« Quoi ? Vous l'aviez trouvé ?» Anne devint toute rouge. « Oh, Guy, qu'est-ce que c'est ?»« Eh bien, le type qui y habitait et qui était parti si brusquement, la police le surveillait. Il était ce qu'ils appellent un receleur. » La petite fille prit un air effrayé. « C'est quelqu'un qui écoule le butin que les cambrioleurs lui apportent, » expliqua Guy très sommairement. La police cherchait ce butin car, bien que M. Thompson ait été arrêté, il n'avait pas avoué où il se trouvait. Il prit une longue aspiration et continua. « Il y a un vieux puits caché dans le cellier de la maison et aujourd'hui, ils ont enlevé le plancher et découvert au fond du puits un tas de choses enveloppées dans du plastique. Il y avait des tas et des tas d'argenterie. Ils ont reconnu quelques pièces appartenant à Sir George Hamilton. Or, il y a 2 ans que ce dernier a été cambriolé. »« Qui t'a dit tout cela ? Comment ont-ils pu pêcher toutes ces choses ? N'était-elle pas abîmée ?» Anne voulait tout savoir à la fois. « Il n'y a plus d'eau dans le puits, petite sotte, » répondit Guy avec impatience. « Ils y travaillaient cet après-midi. Nous les avons regardés faire, Phil et moi, et Félix nous a tout raconté, bien que ce soit défendu d'en parler. » Félix était le policier du village. Il aimait bien les 3 enfants Martin et était toujours disposé à faire un brin de causette. Anne se mit à réfléchir à toute cette histoire. Guy l'avait certainement un peu enjolivée, mais elle était en somme assez déçue. Ce n'était pas du tout le genre de secret qu'elle avait imaginé en pensant à la maison de la forêt. Il lui avait inspiré beaucoup de rêveries où fantômes et fées, sorcières et lutins jouaient un grand rôle. La maison, tout au bout de la grande rue du village, touchait la forêt, d'où son nom.
C'était une longue bâtisse basse dont le toit de chaume touchait terre. Faisant un angle droit avec la route, sa façade et ses jardins à l'arrière n'en étaient séparés que par une épaisse haie de houx. Elle avait été retapée quelques années auparavant, mais depuis rien n'avait été fait et elle avait maintenant un aspect délabré. De nombreux racontars sur ces différents locataires circulaient dans le village. On parlait des particularités de chacun avec de mystérieux hochements de tête et des insinuations qui laissaient supposer que le narrateur, en général l'un des plus anciens habitants du village, en savait plus qu'il ne voulait le dire. Anne écoutait ces bavardages avec de délicieux frissons dans le dos. Elle avait surveillé les allées et venues du dernier locataire avec beaucoup d'intérêt. M. Thompson était grand, brun, avec une barbe en pointe. Les gens du village le trouvaient plutôt sauvage. Il s'absentait des semaines durant. Son départ précipité avait suscité de nombreux commentaires. Félix, tenu jusque-là de se taire, jouissait d'avoir maintenant la vedette et se laissait à révéler que M. Thompson avait été emmené par les policiers en civil et que l'on fouillait sa maison à la recherche d'objets volés. Les deux enfants étaient en train de parler de tous ces événements lorsque Philippe entra dans la pièce. Il paraissait plus pâle que d'habitude, les lèvres serrées, le menton en avant. Il se planta pour se donner une contenance devant le foyer où brûlait un feu très agréable en cette soirée plutôt fraîche. « J'ai bien réfléchi à cette sale histoire, commença-t-il. Il nous faut prendre une décision. Nous ne pouvons empêcher que cette personne arrive. Même si nous avons l'intention de nous en aller dès que possible, nous ne pouvons pas dire que nous ne lui adresserons jamais la parole. » Il fit une pause en regardant d'un air sévère les deux enfants qui ne pipaient mot. « Il y a un type à l'école, continua-t-il, qui a une belle-mère, et il l'appelle Tante Chose, d'un nom quelconque. Quand nous aurons à lui parler, nous pourrions faire de même. Bonjour, Tante Pétunia, etc. » Guy et Anne prirent le fou rire. Leur frère les fusilla du regard. « Très drôle, en effet, grinça-t-il, sarcastique. Vraiment très drôle de voir une étrangère prendre la place de notre propre mère et essayer de nous en imposer. » Dégrisés, les deux enfants protestèrent. « Écoute, dit Anne, tu sais bien que nous ne rions pas de cela, mais tante Pétunia, elle ne peut vraiment pas s'appeler comme ça. » Et malgré elle, la petite fille se remit à rire. « Là n'est pas la question, reprit Philippe avec mépris. Appelez-la Pétunia, Jemima, ou Perquita, ou de n'importe quel autre nom idiot. Maintenant, écoutez bien pourquoi nous le ferons. Nous serons obligés de lui parler, mais nous allons tous promettre par serment que nous ne l'accepterons pas comme faisant partie de notre famille. Nous ne dirons pas un mot ou ne ferons pas un geste qui le lui laisse penser. Elle est une étrangère et elle doit vivre ici comme une étrangère. » Les deux enfants paraissant suffisamment impressionnés, Philippe continua. « Je regrette. Le pire sera pour toi, Anne, car tu restes ici. Mais tiens bon, et ne te laisse pas faire. Ne sois pas impoli, car cela mettrait papa en colère. Réponds seulement oui ou non, et garde tes distances, autant que possible. Maintenant, jure-le. »« Je le jure, » prononça Anne d'un ton solennel en regardant son frère dans les yeux. « À toi maintenant. » Philippe se tourna vers Guy. Une promesse était chose sacrée pour les enfants Martin. Une fois donnée, elle devait être tenue à tout prix. À la grande surprise de l'aîné, la réponse tardait à venir. Le cadet n'osait pas le regarder et donnait de petits coups dans la grille du foyer. « Comment pouvons-nous savoir qu'elle sera si méchante ?» éclata-t-il. « Je pense que nous devrions attendre de la connaître. » Pleine de fureur, la voix de Philippe lui écorcha les oreilles. « Très bien,
tu peux souhaiter la bienvenue à la personne qui vient prendre la place de ta propre mère. Tu peux lui dire combien tu es heureux de la voir, combien tu l'aimes, tu peux la caresser, mais alors, ça sera fini entre nous. Je ne la désire pas plus que toi, répondit Guy vivement. Il me semblait seulement qu'elle pourrait ne pas être aussi mauvaise que tu ne la dépeins. Alors pourquoi se marie-t-elle avec notre père demanda froidement Philippe. Elle doit deviner que nous ne la voulons pas, mais elle fera tout ce qu'elle pourra pour nous avoir. Bien, fais comme tu veux. Vas-tu promettre, oui ou non? Bon, je pense qu'il faut le faire, grommela Guy. Mais Philippe ne fut satisfait qu'après que Guy eut répété mot à mot, après lui, la formule requise. Il sembla alors qu'il n'ait plus rien à se dire, et les trois enfants étaient assis regardant le feu d'un air morne, lorsque Madame Rose entra avec du pain et un bol de lait fumant. Elle obligea Anne à tout finir avant d'aller au lit. « Et toi, dit-elle en se tournant vers Philippe, resteras-tu sans rien manger? Ça te fera beaucoup de bien. »« Je crois que je pourrais avaler quelque chose, répondit Philippe avec une indifférence feinte. Il mourait de faim, mais ne voulait pas en convenir. Quelques minutes plus tard, Madame Rose était en train de brosser les cheveux d'Anne quand la fillette lui échappa des mains et lui sauta au cou. « Rose, dit-elle gravement, promets-moi que tu ne t'en iras pas. »« Comment le promettre, ma chérie, quand je ne sais pas moi-même si je pourrais rester? La nouvelle maîtresse peut avoir d'autres idées là-dessus. » Madame Rose soupira. « Elle serait encore pire que nous le pensons si elle te renvoyait, s'écria Anne, les yeux pleins de larmes. C'est impossible. Je demanderai à papa de l'empêcher d'être aussi méchante. » « Ne t'occupe plus de cela, recommanda Madame Rose. Nous devons espérer pour le mieux, mais moins tu en diras à ton père à ce sujet, mieux ce sera. » Il lui fallut un certain temps pour persuader Anne d'aller au lit et se disposer à dormir, et encore plus pour qu'elle s'endorme enfin. Les garçons parlèrent aussi plus longtemps que d'habitude, se complaisant dans de sombres présages et faisant toutes sortes de plans pour résister à toute tentative d'autorité de la part de leur belle-mère. Fin de la lecture du chapitre 1, intitulé « Une nouvelle maman ». Nous lisons Matthieu 5, versets 33 à 37. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens « Tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on y ajoute vient du malin.